Je reviens de Bourgogne où j'ai participé à une dégustation qui s'appelle la Cabotte. C'est un groupe de 6 personnes qui se réunissent régulièrement. C'est chacun d'entre eux à son tour et chacun apporte des bouteilles, il n'y a pas de thème. Donc ce sont des bouteilles qui sont toutes dégustées à l'aveugle. Il y a des blancs, il y a des rouges et ensuite il y a un repas qui est organisé par la personne qui reçoit tout le monde. Le groupe fait 6 personnes, cette fois-ci c'était que 3 personnes et j'ai été invité à titre exceptionnel à participer à ce groupe parce que j'étais à Dijon même. Donc je me suis retrouvé face à 3 membres des 6. J'ai apporté 3 bouteilles qui ont été commentées sur le canal. Je vous laisserai les liens, je reviendrai d'ailleurs là-dessus. Et ensuite, chacun a apporté des bouteilles. Moi, j'ai apporté que des rouges, mais il y avait finalement 3 blancs et 9 rouges au total, avec des millésimes qui s'échelonnaient entre 2001 et 2021, donc sur une vingtaine d'années, sur des appellations aussi éloignées l'une que l'autre. Bien entendu, on est en Bourgogne, il y avait quand même pas mal de Bourgogne, je pense une petite moitié, mais globalement, il n'y avait pas que ça montrait l'éclectisme de ce groupe. Nous avons commencé par les blancs, il y avait 3 blancs, ensuite nous sommes passés au rouge de 2021 jusqu'à 2001 en plusieurs étapes, sachant que nous sommes arrêtés juste avant la fin, il y avait 3 2005 qui étaient préparés par Martial Dinet de Saint-Pierre de sa propre collection et nous avons passé un excellent moment. Puis ensuite il y a eu un repas et il y a eu de nouvelles bouteilles un peu plus anciennes qui ont été ouvertes. Alors on va commencer par les blancs. Je vais commencer par le premier blanc qui m'a quand même pas mal déçu parce que j'en attendais quand même beaucoup plus. C'est un domaine qui est en biodynamique, qui se trouve dans le pays nantais, qui s'appelle le vignoble de l'Écu. Là, c'est une cuvée qui s'appelle Classique. Le vigneron s'appelle Fred Niger. De mémoire, je crois que c'était en 2019. Dégusté à l'aveugle. C'est un vin qui nous a tous plutôt déçus. On le trouvait peut-être pas assez équilibré. Il manquait des choses. Il y avait des choses intéressantes, mais c'est un vin qui manquait de profondeur et de structure. Je pense que c'est peut-être cette cuvée-là, cette année-là, il y avait un coup de moins bien que d'habitude parce que par ailleurs, c'est un vignoble qui a une excellente réputation. Ensuite, nous avons dégusté un vin blanc, un autre vin blanc que j'ai beaucoup apprécié. J'étais d'ailleurs pas le seul, que nous avons bien noté. Je crois que de mémoire, j'avais noté 15,5 ou 16. Un vin d'une grande précision, de grande pureté. C'était un Mâcon Fuissé du domaine Jules Desjournets, un domaine très réputé pour en particulier ses vins blancs. Et la cuvée s'appelle Le ciel pour se limite de 2016. Ensuite, nous sommes passés à une cuvée qui alors m'a beaucoup intrigué parce que c'est un vin, j'ai pas l'habitude de déguster. J'ai pas reconnu, si même à un moment donné j'ai pu penser que ça pouvait être un vionnier, peut-être, mais ça faisait pas très vionnier. Puis j'ai pensé que ça pouvait être un vin d'un cépage qui était à même de faire à la fois du sec et du liquoreux. Le vin blanc était sec, mais il avait quelques caractéristiques qu'on peut retrouver dans des vins liquoreux. Et bon, j'ai pensé éventuellement que ça pourrait être un sémillon ou un chenin blanc. J'étais en France, c'est pas un vin français, c'était un vin du Valais, suisse, à base du cépage, un des grands cépages blancs du Valais, qui est la Petite Arvine, d'un domaine que je ne connaissais absolument pas et qui fut vraiment une révélation. C'est le domaine des Muses. Et la cuvée, c'est la cuvée tradition sur un 2008. Alors c'est un vin sec, je ne sais pas s'il y a un peu de sucre résiduel, mais on a des aromatiques qui peuvent rappeler certains vins liquoreux, surtout au nez. Ensuite, nous sommes passés au rouge. Alors, les rouges, nous avons commencé par un des vins que j'avais apporté, qui était le plus jeune, qui est le Pancrudo de Rioja 2021, donc que j'ai commenté ici sur cette chaîne. Je vous laisserai donc le lien pour que vous puissiez apprécier ce vin plus en détail. C'est un vin très jeune,
mais un vin très prometteur, avec très peu d'élevage, beaucoup de fruits. Alors j'ai laissé les personnes essayer de retrouver ou de deviner d'où ça pouvait venir, mais je pense qu'ils n'y étaient pas du tout. Donc c'est un cépage, alors personne n'a reconnu le Grenache, parce que c'est un Rioja 100% Grenache. Euh, mais bon, une fois qu'on dit que c'est du Grenache, on trouve que finalement, c'est pas totalement délirant. En tout cas, un vin d'une puissance de fruits, avec quand même pas mal d'extraits, une couleur qui ne ressemble pas à certains grenaches qui sont un peu plus clairs, qui sont plus proches du pinot. Là, on est sur un grenache qui rappelle plus certains Châteauneuf du Pape, mais avec des marqueurs qui sont très différents de Châteauneuf. Ensuite, nous avons dégusté un vin sur lequel je reviendrai qui s'appelle le Clos Baquet. Donc je ne vais pas en parler parce que là j'ai un fond de bouteille. Enfin, un fond de bouteille, j'ai encore l'équivalent d'une demi-bouteille, un côte du Marmandais, Vélian d'Arros. Donc je reviendrai là-dessus. Ensuite, comme on faisait en fait par millésime décroissant, on aurait dû faire le vin. Nous avons sauté un vin de 2017, un peu emmêlé les pinceaux avec les millésimes. Et là, nous en sommes venus au second vin que j'avais apporté, qui est le Ausas Interpretación, qui est le vin qui a été créé, c'est un domaine qui a été créé par Xavier Ausas, qui est l'ancien œnologue, maître de chez de Tempos Vega Sicilia, donc Vega Sicilia à Lyon, etc. Et Valbuena, bien entendu. Et ce vin était superbe, a énormément plu, énormément plu. C'est vrai qu'il y a, même si on sent encore l'élevage sur ce 2016 qui est le premier millésime de Ausas, on sent encore beaucoup de matière, c'est assez fondu, c'est extrêmement bien équilibré, avec une très belle structure. En tout cas, c'est un vin vraiment superbe, d'autant plus étonnant qu'il s'agit du premier millésime. Mais bon, le vigneron a du métier, donc ne démarre pas comme ça. Il a juste 25 ans d'expérience avec Vega, ce qui n'est pas rien. Loin de là, il y a très peu de vignerons qui ont cette expérience-là. Ensuite, nous sommes passés à un autre vin qui nous a aussi beaucoup plu, qui avait un profil plus sudiste, extrêmement intéressant, d'un domaine que je connais mais dont je n'avais pas goûté de vin depuis très longtemps, qui est un domaine de la Rectorie. Le domaine de la Rectorie, c'est à Collioure, donc pratiquement près de la frontière espagnole. C'est le pays catalan français. C'est une cuvée qui s'appelle la cuvée montagne parce qu'elle est en altitude. Et là, nous avons rajeuni d'un an au niveau du vin puisque nous sommes passés sur un 2017. Très beau vin, très belle aromatique, avec des fruits, de la cerise, du cassis, superbe bouteille. Après cette série-là, nous sommes arrivés au dernier vin parmi ceux que j'avais apportés. Et là, c'est le Pago de Caga Ovejas 2007. Là, on fait un saut de 10 ans d'un coup. Une cuvée qui ne se fait plus, que j'ai commenté également sur ce canal. Je vous laisserai aussi le lien. Une superbe bouteille, très racée, très bien construite, même si on sent plus l'élevage que dans d'autres des cuvées que nous avons pu déguster, parce que c'est une réserva, donc au moins 2 ans de fût. Une partie, je crois qu'elle est neuve, et ça se ressent un tout petit peu, mais c'est quand même très élégant, très élégant, et c'est très racé. C'est un vin que j'apprécie beaucoup, qui est un assemblage évidemment de Tinto Fino, qui est le Tempranillo, le nom en Ribera del Duero, et le reste en Cabernet Sauvignon et Merlot de mémoire. Ensuite, nous avons attaqué la série des 3 2005 qu'avait apporté Martial. La première bouteille nous a impressionnés, probablement une des plus belles que nous ayons dégustées ce soir-là. Il s'agissait d'un Côte de Nuit village, mais pas n'importe lequel, parce qu'il s'agit de vignes très vieilles, dont certaines ont près de 100 ans,
Ce sont les vignes, alors la cuvée s'appelle les Retraits du domaine Jérôme Galérand, et c'est la cuvée du Nez de Saint-Pierre qui est signée Martial Jacquet, qui représente un fût, 200 bouteilles 50 magnum, donc au total l'équivalent de 300 bouteilles. J'ai eu l'occasion déjà de déguster cette bouteille. Je reviendrai là-dessus puisque nous l'avons dégustée 2 jours plus tard dans un autre cadre avec d'autres personnes, mais j'étais venu en surprise à l'aveugle avec cette bouteille-là qui a aussi énormément plu. Ensuite, nous avons goûté une très très belle cuvée très rare du domaine Charlopin Parisot, donc Philippe Charlopin, toujours 2005. Là, nous étions sur un Pinot Noir de Bourgogne, mais en franc de pied. C'est une cuvée dont j'avais jamais entendu parler, j'avais même jamais vu l'étiquette. Et à l'aveugle, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait une très belle vibration dans ce vin, une grande authenticité, une matière qui était très fine. En tout cas, c'était le Pinot Noir tel que je l'aime. Et de là, nous avons allé goûter quelque chose d'assez rare aussi, parce que c'était, je pense, d'une certaine façon, une soirée de rareté, puisque là, il s'agit de la cuvée des Hospices de nuit d'Hubert Ligné, donc Hubert, le père de Laurent, puisque c'était lui qui vinifiait à l'époque, après le décès de son fils aîné, Romain. Donc c'était la première année où il faisait 100% des vins avant que Laurent, son autre fils, le rejoigne dans l'aventure. Et là, il s'agit d'un Nuit Saint-Georges premier cru qui s'appelle les Didier, grandissime bouteille, vraiment absolument remarquable, qui prouve à quel point le terroir de Nuit Saint-Georges, qui est un terroir quand même moins connu, moins réputé, est quand même, enfin, est un très grand, très beau terroir. Sur ce, nous avons eu une dernière bouteille en dégustation, donc ça devait être la 12e, si je ne me suis pas emmêlé les pinceaux, si je n'ai pas eu d'oubli. Et là, très franchement, un, nous n'avons pas reconnu le terroir, deux, je n'ai pas reconnu ce cépage, alors que c'est un cépage que, en général, je reconnais. J'ai trouvé le vin assez mince, pas creux, mais assez mince. Il me tardait de savoir ce que c'était, et là, ça a été enfin, assez mince. Il y avait quand même de la matière, mais pas du tout en regard de ce qu'on pouvait attendre d'un vin comme celui-là. En tout cas, je n'attendais pas du tout cette étiquette-là. Et c'est ça l'avantage de goûter à l'aveugle. Il s'agissait d'un ermitage de Jean-Louis Chave. Et là, je dois reconnaître que moi qui ai eu l'occasion de déguster des ermitages de Chave, que ce soit Gérard ou Jean-Louis, j'ai toujours été absolument impressionné par ces vins. Là, en revanche, c'était moins bien. La bouteille, le millésime, la cuvée, le climat, je ne sais pas. Je ne sais pas dire. Mais en tout cas, c'était un vin plutôt décevant par rapport à ce qu'on était en droit d'attendre. Donc, il y a eu 2 déceptions. Alors, bien entendu, le Chave était quand même un beau vin, peut-être pas au niveau qu'on attendait. C'est surtout le vin de l'écu qui nous a vraiment réellement déçus. Et après cela, donc là effectivement j'ai compté 6 bouteilles, nous sommes passés à table et nous avons pu donc à la fois déguster les vins avec un bon plat à base de confit de canard et de patates douces, très bon. Et là-dessus, sur le fromage, Martial nous a sorti un vin assez particulier, assez insolite, puisqu'il s'agissait d'un Sancerre de Chavignol, d'un domaine qui s'appelle Pierre Boulet. Je ne sais même pas s'il existe encore. C'était sur un vieux millésime 1990. Donc là, on est sur presque un quart de siècle. Un très beau vin, en tout cas, qui allait parfaitement avec les 2 chèvres du Cher. Et nous avons terminé sur une bonne série de desserts, dont d'un très 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 bon millefeuille. Là, ce coup-ci sur un vin liquoreux, un vendange très tardif, on dirait presque une sélection de grains nobles, allemande, d'un domaine qui s'appelle
Neusiedlersee. Et là, c'est un Trockenbeerenauslese 1995 qui titrait quand même à 12. Alors, peut-être pour vous, 12, ça paraît peu, mais à l'échelle des Riesling allemands, parce qu'il s'agissait bien d'un Riesling, c'est assez élevé. Donc là, on est sur une demi-bouteille qui était absolument magnifique. Et pour clôturer le repas, un petit verre de chartreuse de MOF 2024, meilleur ouvrier de France, qui est une chartreuse intermédiaire entre les jaunes et les vertes, tout ça accompagné d'une petite tasse de chocolat chaud que j'avais apporté pour faire plaisir aux différents cabotins. Et là-dessus, je vais conclure en dégustant le Clos Baquet, et je voudrais en parler parce que c'est une appellation qui est très peu connue. C'est un Côte du Marmandais. Alors, le Côte du Marmandais, c'est un vin qui se fait à l'est de Bergerac. Là, en l'occurrence, le domaine s'appelle Elian d'Arros. Elian d'Arros est probablement le vigneron le plus connu aujourd'hui du Marmandais. Et très franchement, ce vin, malgré les grands vins qui l'ont entouré, et les grandes appellations, que ce soit Rioja, Ribera del Duero, les grands Bourgognes, eh bien, ce vin leur a tenu tête. C'était assez étonnant. Et donc, ce Clos Baquet, qui est en fait un assemblage de 4 cépages, des cépages bordelais. Donc, en l'occurrence, il y a du Cabernet Sauvignon, du Cabernet Franc et du Merlot, sachant que le Merlot et le Cabernet Franc sont majoritaires. Il y a un peu de Cabernet Sauvignon, et puis il y a un quatrième cépage que moi-même je ne connaissais pas, qui est un cépage un cépage autochtone de la région qui s'appelle le Abroyou, et donc qui complète merveilleusement cet assemblage. Donc, sur ce, je vais vous le commenter et le déguster devant vous. Bien, alors la couleur est une couleur assez intense. Bon, ça ressemble beaucoup à une couleur d'un vin de Bordeaux, comme vous pouvez le voir là. Alors évidemment, il apparaît toujours plus noir à la caméra. Il est davantage dans des teintes pourpres. C'est en 2019. Dans le sud-ouest, 2019 est une bonne année. Donc voilà, maintenant je vais le déguster et vous donner mes impressions au vif. Alors voilà un vin qui a beaucoup de belles matières assez douces, assez fines, avec un élevage extrêmement discret, une assez belle salinité, pas mal de fraîcheur, malgré l'année qui est une année assez chaude dans la région. Là, on est sur un vin qui titre à 13,5, ce qui est finalement assez normal. L'attaque est très fine, très très fine. Et ensuite, il y a ce côté salin qui ressort sur une matière qui est avec des tanins très fins, pas omniprésents, mais une matière qui est, elle, par contre, assez présente. C'est un vin qui a une belle rondeur. On sent bien le merlot derrière. Il y a une assez belle assise. Et on est quelque part, parfois dans les marqueurs aromatiques, d'un bon Saint-Émilion. Et je pense qu'il peut largement rivaliser avec d'excellents Saint-Émilion, probablement au niveau de pas mal de grands crus classés, parce qu'il a une certaine race, il a un certain style, une certaine classe, et il y a une belle longueur, belle assise, sans aucune lourdeur. C'est un vin qui a profilé, racé. Donc,
plein de belles choses qui permettent à ce vin d'être apprécié à juste titre. Et j'étais particulièrement heureux de découvrir ce vin parce que pour moi, c'était d'abord une appellation que je n'ai pas l'occasion de déguster, un vigneron dont j'avais entendu parler, que j'avais jamais eu l'occasion, peut-être une fois, mais je m'en souviens pas. En tout cas, très belle dégustation dans l'ensemble, de toute façon, avec cette découverte, et puis dans une ambiance qui était de grande camaraderie, de grande sympathie entre amateurs passionnés de vin, et avec toujours cette humilité qu'apporte la dégustation à l'aveugle, sans qu'on sache, surtout quand il n'y a pas de thème. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Alors on peut des fois se rattraper, se raccrocher aux formes des bouteilles sous les chaussettes, mais c'est très mince parce qu'un Rioja avec une forme bourguignonne ou un vin du sud-ouest comme celui-là, avec une forme d'une bouteille de Châteauneuf ou de Bourgogne, ben on est au moins totalement lâché, je dirais, dans la nature pour essayer de raccrocher ce vin à quelque chose qu'on connaît en faisant abstraction de tout le reste. En tout cas, très belle ambiance, très beau moment. J'étais ravi d'avoir été cabotin un soir. J'espère que ça recommencera un jour et que je pourrai y participer. En tout cas, c'était un très joli moment de dégustation. Je vous dis santé et à bientôt.